Quel acharnement inouï, soudain, de la France-Afrique contre l'Allemagne. Qu'est-ce qui se cache derrière la nouvelle désignation du bouc émissaire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette diversion, cette nouvelle tromperie, ayant pour but de présenter les 49 bandits, mercenaires, voyous, avec faux passeports et armes de guerre d'Alassane Dramane Ouattara, introduits au Mali pour déstabiliser le Mali, comme étant des victimes. Et en présentant désormais l'Allemagne, et même on va jusqu'à la MINUSMA, comme les véritables coupables. Que se passe-t-il dans cette volonté de blanchir un Alassane Dramane Ouattara qui n'est même pas, pour ses propres partisans, présentable comme innocent? Alassane Ouattara qui n'est défendu que du bout du ventre, du bout des lèvres humectées d'argent public détourné par ses partisans. Alassane Ouattara qui sait qu'il est le chef d'État le plus mal aimé du continent africain et même le plus désaimé, le plus détesté de l'Afrique contemporaine. Alassane Ouattara qui a bien compris qu'il vaut mieux continuer à mériter la fidélité et la loyauté à ses maîtres, colons, que d'espérer une quelconque sympathie des Africains qui ont fini de découvrir son rôle nocif dans le devenir de l'Afrique. Pourquoi RFI revient sur l'affaire des 49 alors que le 6 janvier 2023, le président Goïta leur a accordé la grâce? C'est ça qui m'a intrigué. Je dis, mais qu'est-ce qui les intéresse dans cette affaire? Je commence par ça. Pourquoi ils reviennent dessus? Réponse toute simple. RFI revient sur cette affaire pour continuer à faire diversion sur le problème principal qui a été posé par les autorités maliennes en rapport avec l'action de la puissance française dans le Sahel, et notamment au Mali. Un problème crucial dont la solution va aboutir à l'émancipation totale de l'Afrique, du colonialisme et de l'impérialisme français, du colonialisme et de l'impérialisme occidentaux. Quel est le sujet que RFI veut faire oublier au gouvernement malien, au peuple malien, aux peuples africains, aux opinions africaines, aux opinions de la diaspora africaine, aux opinions françaises, européennes, américaines, asiatiques? Quel est le sujet? La plainte aux Nations Unies. La plainte aux Nations Unies. Ça, c'est la source de l'angoisse existentielle de la France-Afrique. La plainte aux Nations Unies, portée par le Mali le 15 août 2022, c'est le dragon. C'est le cacamou de l'histoire diplomatique contemporaine. C'est le Ndjoundjou Kalaba. C'est la chose effrayante. Celle qui fait trembler la France-Afrique jusque dans ses tripes intérieures. Oh, cette plainte. Astaghfirullah. On est prêt à tout faire. Wallahi billahi talaï. Si ces gens-là pouvaient créer une histoire de champ de maïs sur la lune, pour faire oublier au peuple malien, au gouvernement malien, aux peuples africains, à toutes les opinions, la plainte du 15 août 2022, portée par le Mali contre la puissance française, pour financement du terrorisme, renseignements satellitaires donnés au terrorisme, logistique donnée au terrorisme, armement donné au terrorisme. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour effacer cette affaire? Ils seraient même prêts si on trouvait éventuellement une potion miracle ou une injection, peut-être même une vaccination qui permettrait à tout le monde d'oublier cette plainte. Si on pouvait faire un vaccin anti-plainte du 15 août 2022, ils le feraient inoculer, éventuellement par voie aérienne, à tous les Africains. Donc, celui qui écoute cette conférence ne doit pas oublier pourquoi RFI réchauffe un dossier clos. Le dossier des 49 mercenaires de Ouattara. RFI le réchauffe parce que RFI craint que les Africains se souviennent que, mais, en fait, on avait un problème beaucoup plus important que l'affaire des bandits de Ouattara qui ont été épinglés et puis correctement condamnés après que leur patron a été tarabistouillé. Les Africains avaient un sujet. C'est un sujet continental qui dépasse même le Mali. L'accusation malienne, laquelle est encore aujourd'hui sur la table du secrétaire général des Nations Unies, qui préfère nous parler d'autre chose. Lui aussi s'était engouffré, comment il s'appelle, Antonio Guterres, dans l'affaire des 49, pour faire oublier qu'il a un dossier qui est sur sa table. Le dossier est posé là, c'est sur sa table actuellement. Plainte du Mali. Le Mali demande une chose très simple, la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour examiner les preuves de ces accusations historiques contre la France. Normalement, le Parlement français devrait demander au gouvernement français d'accepter cela, car ce serait l'occasion de laisser éclater la vérité. Mais il n'y a pas d'engouement des parlementaires français à demander au gouvernement d'accéder à la demande du Mali et de ne pas faire obstacle par ses diplomates à New York à la manifestation de la vérité, à la tenue de cette réunion spéciale.
pour laquelle le ministre malien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, est prêt. L'ambassadeur Abdoulaye Diop est prêt. C'est un homme méthodique, déterminé, un géant de la diplomatie africaine. Avec sa sœur Sylvie Baipo-Témon du Centrafrique. Et maintenant, eh bien, Madame Ragnanyewende Rwamba, qui est en train de monter en puissance au Burkina Faso, nous commençons à avoir des ministres des Affaires étrangères dont nous sommes fiers. Je salue Olivia, je crois que c'est ça son prénom, Ragnanyewende Rwamba, qui a redressé rapidement Barbara Manzi et l'a mise dans un avion. Et qui actuellement est à la tête de la demande du remplacement de son homologue français pour inconduite de l'actuel. Donc nous commençons à voir à travers le continent des ministres des Affaires étrangères qui ne sont pas étrangers à leurs affaires. Oui, qui ne sont pas perdus, comme Kandia Kalamiti Kamisoko Kamara. Un ministre des Affaires étrangères qui ne s'occupe pas des affaires étrangères. Un ministre des Affaires étrangères qui est étrangère à ses affaires. Elle se promène à Abidjan, on ne sait pas ce qu'elle fait. Kandia. Quand elle était ministre de l'Éducation nationale, elle était étrangère aux affaires de l'éducation nationale parce qu'elle ne parlait même pas la langue officielle de la Côte d'Ivoire, le français. L'école de son établissement. Voilà ce qu'on a eu. Au moins là, l'ambassadeur Abdoulaye Diop a un dossier en béton. Je dis bien en béton. Il n'y a pas une virgule d'argument qui manque. Il n'y a pas une virgule de preuve qui manque. Ce qu'il veut, c'est que l'ONU convoque la réunion spéciale et lui va venir déposer les preuves. Si les preuves ne sont pas probantes, c'est le Mali qui sera ONU. Le Mali dit à son ministre des Affaires étrangères, va. Le ministre va, la partie française dit on ne veut pas. Astafroulay, vous ne voulez pas comment? On dit, on vous accuse de choses graves. Écoutez-nous, laissez-nous démontrer. Allons dans une salle avec vidéoprojecteur, on aura besoin de vidéoprojecteurs, on aura besoin de tous les moyens de la démonstration moderne. Venez avec tous vos avocats, nous venons avec les nôtres s'il faut. Venez avec tous vos témoins, nous allons amener les nôtres s'il faut. Et nous allons prouver que depuis l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye à laquelle vous avez participé dans le cadre de l'OTAN, vous n'avez eu de cesse, affirme la partie malienne, mais de soutenir les terroristes qui nous ensanglantent. Voilà le sujet principal dont on a éloigné les Africains, dont on a éloigné l'opinion malienne. Voilà le sujet principal dont on veut maintenir l'opinion africaine éloignée. Voilà pourquoi on réchauffe l'affaire des 49. C'est clair pour tout le monde? Les fondamentaux de la situation, c'est que nous voulons l'examen de la plainte. Nous continuons à attendre la tenue de la réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la plainte du Mali. Au moment où on nous dit comment on va organiser les choses pour que la Russie soit accusée de crimes contre l'humanité, mais le Mali a accusé depuis le 15 août. Où est la réunion? Depuis que le Mali accuse là, le Mali attend. L'ambassadeur Konfourou, représentant permanent du Mali aux Nations Unies, tous les matins il se lève, il va à l'ONU. Il dit, on tient ça aujourd'hui? On dit non, mais Konfourou, go and sleep, va dormir. Pourquoi vous, tous les matins, vous les diplomates maliens, 1, 2, 3, avec les diplomates maliens qui sont à l'ONU là, on les craint maintenant. Les hauts fonctionnaires de l'ONU les évitent de loin. Oui, parce qu'ils ont reçu une seule mission. Tous les matins, ils se lèvent. Issa Konfourou, avant même de prendre son petit déjeuner, je crois que la seule chose qu'il fait, c'est se laver et puis faire sa prière musulmane. Avant. Dès que c'est, il s'en va vérifier. Est-ce que c'est programmé? Est-ce qu'on a une date? Après, quand il arrive à son bureau, à la délégation permanente du Mali à l'ONU, les premiers fonctionnaires du secrétariat général qui rencontrent, hello sir, is it possible for today? On dit, hey Konfourou, please. Konfourou, we're gonna die here, please. Konfourou, we beg you pardon. Et Konfourou dit, mais what's the problem? C'est quoi le problème? On vous a demandé d'organiser une réunion. Vous voulez les chaises? On peut louer les chaises en ville. Ici à New York, il y a des sociétés qui louent des chaises. Ça, Konfourou ne dort plus. Il dit, c'est quand alors? On n'avait jamais vu ça. Allah Koubarou. On demande une simple réunion. Une réunion, c'est une table, des chaises, un coin couvert pour que la pluie ne tombe pas dedans, etc. Peut-être quelques vidéoprojecteurs pour que les gens montent des images, des documents. Et puis, un modérateur pour écouter les différentes parties. C'est ça qui vous dépasse. Voilà le sujet. Nous, en 2023, nous, on attend ça. Alors, pour nous empêcher d'attendre ça, et ils ont même fait de telle façon que certaines Maliennes ont oublié l'affaire.
Certaines Africaines, certains Africains ont oublié l'affaire. Certains même viennent de penser à cette affaire parce que je suis en train de donner la conférence là, maintenant. Certains de mes amis même. Certains de mes amis ont oublié que l'affaire des 49 est mise en avant par RFI pour empêcher qu'ils pensent à l'affaire du 15 août. C'est tout. Bon, c'est pour ça que je dure sur l'affaire du 15 août. Nous continuons à demander à M. Antonio Guterres, qui s'est moqué du Mali, qui s'est moqué de l'Afrique, en disant qu'on peut introduire des soldats avec des faux passeports, des armes de guerre dans le pays des gens. C'est une simple irrégularité administrative. Nous le disons, mais ce n'est pas une simple irrégularité administrative de ne pas convoquer une réunion spéciale du secrétariat général des Nations Unies et notamment du Conseil de sécurité quand un pays membre le demande. Il ne s'agit pas d'une irrégularité là, c'est une faute. C'est une discrimination très grave envers l'Afrique et notamment notre Mali bien-aimé. Si vous rencontrez Antonio Guterres, dites-lui que l'Afrique attend la date. Nous devons retourner la pression sur eux. Vous comprenez? Maliennes, Maliens, écoutez-moi bien. Nous devons retourner la pression sur eux. Africaines, Africains. C'est sur eux que nous devons mettre la pression. Ils veulent nous mettre la pression en continuant à nous parler d'un dossier que le président Assimi Goïta a clos. Mais le dossier est clos, ils veulent toujours en parler. Qu'est-ce que ça cache? Qu'ils ont peur d'un dossier qui est ouvert. Et ils veulent nous parler des dossiers clos pour que nous oublions le dossier ouvert. Bon, d'accord. Nous devons systématiquement rappeler tous les mois que nous attendons la réunion de l'ONU sur la plainte malienne. Je vous dis que cette plainte malienne-là a sauvé plusieurs d'entre nous, un peu partout dans le monde. Moi qui avais écrit des articles, donné des conférences pour dire que, pour moi, la déstabilisation de l'Afrique était la responsabilité de l'OTAN. Et comme dans l'OTAN, la France de Sarkozy, la Grande-Bretagne de Cameron, l'Amérique d'Obama ont amplement contribué, j'ai toujours soutenu depuis plusieurs années la thèse que, eh bien, l'Afrique a été déstabilisée par la volonté de l'OTAN. Et que on ne pouvait pas espérer que des pays qui ont contribué à la grande déstabilisation de 2011, que ces pays viennent participer à la lutte contre les déstabilisateurs qu'ils ont installés. Moi, j'ai écrit ça, hein. J'ai démontré ça dans de nombreux papiers. Et ma tête a été mise à prix, ici, dans les hauts milieux politiques français. Pour ça, hein, quand le Mali, seul État africain, depuis la mort de Kadhafi, a assumé la même thèse, quand le Mali s'est levé et a dit, nous, État malien, gouvernement malien, nous avons des preuves que c'est vrai. Vrai concernant le Mali. Vous savez, depuis que le Mali a assumé cette vérité scientifique dans le terrain politique, il a délivré et il a protégé tous les intellectuels, les activistes, les militants politiques, qui, chacun par son chemin, les écrivains, qui, chacun par son chemin, affirmaient la même thèse, sur la base des éléments d'appréciation à leur disposition. Je vous dis que le Mali m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la mise. Parce que moi, ça fait 10 ans que j'écris ça. Et on avait commencé à me menacer. Le Mali vient dire, moi j'ai les preuves. Ce que Franklin Yamsi dit là, c'est vrai ici au Mali. Nous allons le prouver. Astafroulaye, Dieu est grand. Dieu est grand. Trop grand. Très grand. Grandissime. Ce que nous démontrions intellectuellement, un gouvernement décide de l'assumer politiquement. C'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre. Grâce à cela, d'autres langues se sont déliées. D'autres langues se sont déliées, vous avez vu. Le vieux despote du Cameroun allait à Washington dire que les crédits qu'on accorde à l'Afrique sont des crédits à taux prohibitifs. Et qu'il faut créer un véritable marché financier africain si on veut développer l'Afrique. Et qu'il faut arrêter d'endetter l'Afrique. D'où est venu tout ce courage? Si le Mali n'avait pas cassé la baraque en disant, nous savons que la déstabilisation de notre pays et la déstabilisation de notre continent ont été conçus à partir de l'acte de destruction de la Libye, en accointance avec Al-Qaïda et l'État islamique, lequel a précédé l'invasion du Sahel et l'imposition de présence d'armées néocolonialistes, d'armées impérialistes sur notre sol, pour contrôler nos faramineuses richesses naturelles. Quand le Mali l'a dit, enfin, ceux qui, isolément, le démontraient, ont été délivrés. Parce que, vous venez m'attaquer là-dessus. Imaginez qu'on me convoque en diffamation. Oui, tu as diffamé l'Occident, tu dis que ce sont les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne qui sont coupables de la déstabilisation de l'Afrique. Ça, c'est une diffamation. Tu vas répondre de ça. Je dis d'accord. Je dis que c'est pour ça que je voulais que vous écoutiez le Mali. Je veux bien y répondre, à condition que vous montriez l'exemple. Le Mali demande depuis le 15 août de le laisser parler.
Parce que beaucoup de mes preuves seront dans les mains des autorités maliennes aussi. Il y aura des correspondances entre nos preuves. Et si vous n'avez pas été capable de répondre aux autorités maliennes, pouvoir étatique, puissance souveraine, moi-même je suis délivré. Je viendrai vous achever derrière. Bon, si vous voulez donc me confronter, commencez par vous confronter. Vous êtes une puissance, non? Confrontez-vous à une puissance qui vous accuse. C'est aussi simple que ça. Imaginez les États-Unis qui voudraient poursuivre un citoyen américain qui les accuse d'avoir tué Saddam Hussein sur des bases fausses. Astaghfirullah. Est-ce que les États-Unis, tout puissants qu'ils sont, peuvent démontrer que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive? Aujourd'hui, toute l'administration américaine reconnaît que Colin Powell et son patron ont menti sur Saddam Hussein. Imaginez donc qu'aux États-Unis, on poursuive un Américain, un intellectuel américain, qui a démontré qu'on a tué Saddam Hussein sur la base de fausses accusations. Ce serait ma situation. Si on venait à me poursuivre, par exemple en France, au motif que j'ai dit que c'est l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, principalement, qui ont déstabilisé, détruit la Libye et déstabilisé le Sahel. On me poursuit pour ça. Mais ce sont des faits historiques. C'est documenté par tous les chercheurs, tous les journalistes français. Même le président Macron a reconnu en juin 2017 dans le Figaro, nous Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye. Il en a résulté des États sahéliens faillis. Et partout, en Afrique, des terroristes, des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Donc comment vous allez m'accuser de diffamation, alors même que je partage les mêmes évidences que les grands journalistes d'investigation, les scientifiques et même les hommes politiques au pouvoir? Peut-on m'accuser de dénoncer le colonialisme, alors que on a un ministre de l'Éducation nationale, professeur Pape Ndiaye, qui a consacré toute sa vie à dénoncer les discriminations contre les Noirs et qui a écrit un article fumant dont je me suis régulièrement inspiré dans le livre noir du colonialisme. Donc le Mali a posé un acte révolutionnaire, un véritable coup de pouce aux intellectuels, aux chercheurs, aux savants, aux militants, aux peuples africains, en disant clairement qui le déstabilise, en nommant clairement l'ennemi. Le Mali a délivré la science africaine. Il a délivré les sciences politiques africaines. Le Mali a délivré les hommes politiques africains. Le Mali, c'est le catalyseur de l'Afrique. Le Mali, c'est le catalyseur. Le Mali, c'est la liqueur de Féline de la politique africaine, de la géopolitique africaine. Le Mali, c'est le révélateur. C'est le Mali qui a montré. Nous, on était des acteurs intellectuels, militants, politiques, isolés. On disait ça, on ne nous écoutait pas. Quand une puissance souveraine s'est levée et a dit, c'est vrai, c'est ce que nous vivons ici. Tout le monde a dit, hein? Donc c'était vrai. Donc c'était vrai, Paul Biya ne nous a pas dit. Donc c'était vrai, Sassou n'a pas dit. Donc c'était vrai, Gnassingbé ne dit pas. C'est vrai, Bazoum ne dit pas. Donc c'était vrai, et puis Talon n'a pas le courage de dire, Ouattara ne peut pas dire, Macky Sall ne peut pas dire. Tous les peuples africains ont posé les deux mains sur la tête. Wow, mo. Donc les dirigeants africains savaient qui déstabilise l'Afrique. Et ils n'ont pas dit à leur peuple. Ils ont prétendu mener la lutte antiterroriste en sachant bien que les bases de cette lutte étaient faussées. Tant qu'on menait cette lutte avec les parrains du terrorisme. Faisons du damibisme. On ne peut pas combattre quelque chose en s'associant à quelqu'un qui a mené la chose. Parce que pendant que tu combats la chose, la personne va te faire quelque chose. Hein, utilisons les formules à la Damiba. Et c'est ce qui explique l'échec de la lutte antiterroriste. En Afrique, ces 10 dernières années, les États africains ont combattu le terrorisme en association avec les puissances qui ont déstabilisé l'Afrique. Et qui ont tout intérêt à ce que l'Afrique soit toujours dans un chaos maîtrisé. Comment espérer sortir de l'emprise du terrorisme en combattant le terrorisme avec ceux qui l'ont facilité? C'est grâce au Mali, liqueur de Féline, de l'alchimie politique africaine, c'est grâce au Mali que l'Afrique a été délivrée du pouvoir du mensonge sur la nature de l'ennemi, la nature profonde du terrorisme et le lien intime entre le terrorisme et l'impérialisme. Honneur et gloire au colonel Assimi Goïta, au docteur Shogel Kokala Maïga, au colonel Sadio Kamara, au colonel Modibo Kone. Honneur et gloire à l'ambassadeur Abdoulaye Diop, à l'ensemble des filles et des fils du Mali, qui ont pris sur leurs épaules, honneur et gloire au colonel Dr Abdoulaye Maïga, ministre d'État, tous ceux qui ont pris sur leurs épaules une vérité qui transcende les frontières du Mali. Une vérité qui a placé l'Afrique au pinacle, à son point le plus élevé, au sommet du mont Kilimandjaro.
le Mali a placé toute l'Afrique au sommet du mont Kilimandjaro de la géopolitique internationale. D'où la symbolique du 14 janvier. La souveraineté retrouvée. Le vrai problème qui se pose, c'est quelle est la nature de la déstabilisation que le continent subit? Qui sont les vrais coupables? Qui se cachent derrière les armes sophistiquées des terroristes? Qui les leur donne? Qui se cache derrière le renseignement militaire hyper précis des terroristes? Qui les leur donne? Qui assure la couverture médiatique des terroristes? Qui veille à ce que les terroristes soient entendus? C'est parce que l'Afrique, grâce au Mali, est parvenue à une réponse orthogonale, une réponse d'équerre à ces questions, qu'on veut tout faire pour que le Mali ne parle pas. On veut tout faire pour étouffer la parole malienne, parce que la parole malienne, c'est la plus africaine des paroles contemporaines. Est-ce que c'est clair? Une seule date doit tilter tous les matins, comme dans celle de l'ambassadeur Issa Konfourou, représentant permanent de la République du Mali à l'ONU. Tous les matins, tout Africain éveillé doit dire, et la plainte. Et quand vous faites montrer que vous vous souvenez de cela, vous les perturbez beaucoup. Ça les stresse, ils dépriment, ils angoissent. Tout ce qu'ils ont fait comme communication, depuis le 15 août notamment, a pour but de tout faire pour nous faire oublier cela. Première partie, qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est l'art de l'action maléfique sous toutes ses formes. Le mot sorcellerie vient du verbe ensorceler. Ensorceler, c'est modifier l'état mental d'une personne de telle façon que cette personne agisse contre ses intérêts et au profit de la personne qui l'exploite. C'est-à-dire manipuler son esprit de telle façon que cette personne va désormais se comporter contre son propre intérêt, mais au profit de l'intérêt de celui qui la manipule. Voilà la sorcellerie. Mais la possession mentale, une fois que tu contrôles le mental de quelqu'un, à travers le contrôle de son mental, tu peux contrôler son comportement physique. C'est que la grande sorcellerie de la France-Afrique. La voici. Il s'agit de l'ensemble des idées, des discours et des pratiques, donc des actions, eh bien, qui visent à maintenir ou à renforcer, à élargir l'hégémonie, la domination économique, politique, militaire, culturelle, spirituelle, eh bien, de la France. L'élite politique française, le gouvernement français, sur ses anciennes colonies, ses anciens territoires sous tutelle d'Afrique. Voilà la définition. Donc, si vous voulez comprendre la grande sorcellerie, vous devez étudier les mécanismes, les procédés par lesquels, par le discours, on essaie de dominer les Africains. Voilà pourquoi des discours infamants comme celui de Sarkozy en 2007 à Dakar ont été l'objet d'une analyse profonde des intellectuels africains sérieux. Il ne faut pas négliger les discours. Parce que le discours est ce par quoi on introduit des éléments symboliques dans ton crâne, dans ton cerveau et dans ton âme. C'est par les discours qu'on contrôle les esprits. Les pratiques france-africaines qui maintiennent la domination, vous les connaissez. C'est la présence militaire, continue depuis la période coloniale. L'encerclement de l'Afrique par plus de 12 000 soldats français en armes, sans oublier tous les camps militaires intermédiaires, permettant de veiller à imposer à la tête des pays africains des dirigeants dont les intérêts sont contraires à ceux de leur peuple. Les fraudes électorales, les viols constitutionnels. Vous vous souvenez du témoignage de M. Idriss Déby ou vous vous souvenez pas? Déby était fatigué de ça. 1990-2021. Pendant 31 ans, il n'a fait que ça. Torturer les Tchadiens et être torturé par ses maîtres. On lui dit, Déby, tu dois rester président. Les Tchadiens disent que tu dois partir. Toi-même, tu as promis de partir, mais tu restes là. Déby dit, mais c'est comment? On dit non, tu restes là. Bon, Déby dit, d'accord, puisque vous êtes mes patrons et que l'Afrique, depuis le temps des colonies, ça vous appartient, je reste alors. Quand il reste, les mêmes cours à Paris, dans le Figaro, dans TV5, dans RFI, dit le despote tchadien Idriss Déby se maintient au pouvoir pour un 5e mandat. Vous avez vu la sorcellerie? C'est ça la sorcellerie, la grande sorcellerie politique. On traite des êtres humains comme des objets. On a trimballé Déby et jusqu'à sa mort. On a fini par lui donner une mort de chien. Après l'avoir traité comme une chose, on l'a tué comme un chien. Est-ce que vous voyez de quoi je vous parle? Parce que je suis dans la première partie, là, la sorcellerie. Il faut que vous maîtrisiez la sorcellerie. La chosification de l'homme. Par ce système qui, sous couvert de promouvoir la démocratie, le partenariat, les droits de l'homme, en réalité manipule des élites crapules contre des peuples victimes.
pour par la suite se présenter comme critiquant ces élites crapules par rapport à ce que le même système leur a demandé de faire à leur peuple. C'est-à-dire qu'on t'envoie faire du mal à ton peuple et on dit du mal de toi parce que tu as fait le mal qu'on t'a demandé de faire. C'est ce qui a dépassé Déby. À un moment donné, Déby en a eu marre, il a pété un câble, il s'est mis à dire des vérités. Idriss Déby en a eu marre. À un moment donné, il a pété un câble et il s'est mis à dire des vérités. La même presse qui est bien au courant que c'est l'oligarchie française qui a imposé tel dirigeant corrompu, va jouer à la critique de ce dirigeant corrompu, dont on sait pourtant qu'il est l'homme de paille de Paris. Le double langage, le double standard, le double jeu, la manipulation, la duplicité, l'hypocrisie, la pseudo-promotion de l'état de droit et de la démocratie, alors que derrière, c'est systématiquement la prédation. Voilà pourquoi, du XVIe siècle à nos jours, toute l'Afrique est en résistance, en lutte, en révolte, en révolution contre la domination raciste, la domination colonialiste, la domination néocolonialiste et la domination impérialiste. L'article RFI, accusant l'Allemagne, accusant la MINUSMA de ce qui a pourtant été fait par le principal protégé de Paris dans la sous-région ouest africaine, eh bien Alassane Ouattara, le satrape de la Côte d'Ivoire. Un monument de haute sorcellerie sera maintenant décortiqué pour vous. Ça, c'est l'article de RFI publié aujourd'hui 17 janvier 2023 à 6h25, très tôt le matin. Ils ont menti tôt le matin. Même pas le soir, hein. Au lever du jour, ils ont menti. Le contingent allemand de la MINUSMA à l'origine de la venue des 49 soldats ivoiriens. Donc, ils pointent le contingent allemand de la MINUSMA comme étant l'auteur de l'introduction des 49 soldats ivoiriens au Mali. La thèse de RFI, c'est que les 49 sont venus travailler à la MINUSMA au service du contingent allemand. Voilà ce que défend RFI. Bon, très bien. Quelle est la thèse de la Côte d'Ivoire? La thèse de la Côte d'Ivoire, c'est que les 49 appartenaient à la MINUSMA, qui sont des NSE. Donc, la Côte d'Ivoire de Ouattara, le régime de Ouattara, et RFI disent la même chose. La thèse même de Ouattara a été que ces 49 sont venus travailler dans le cadre de la MINUSMA en assistance du contingent MINUSMA de l'Allemagne. Donc, vous vous rendez très bien compte que l'article de RFI a pour but de réhabiliter la thèse ivoirienne. La thèse de RFI et la thèse du régime du despote ivoirien sont identiques. Je continue à vous étudier les thèses, c'est-à-dire les prises de position. Quelle est la thèse de l'ONU? L'ONU a commencé par hésiter. Le porte-parole de l'ONU qui était à Bamako, Olivier Salgado, je crois qu'il s'appelait Salgado. Olivier Salgado a commencé par hésiter. Il a voulu couvrir les 49. Mais il a été démenti par le siège de l'ONU. Parce que le siège de l'ONU, interrogé et par les autorités maliennes et par RFI, une journaliste d'investigation de RFI qui avait été à New York, a obtenu la réponse officielle du siège de l'ONU. Le siège de l'ONU a dit que les 49 éléments ivoiriens n'appartenaient pas du tout au NSE. Et par une note verbale, qui n'est pas citée par RFI, mais pourtant que le gouvernement malien a publié, note verbale du 22 juillet 2022, la mission des Nations Unies au Mali a affirmé que bien qu'il exista à cette époque une convention datant de 2019 entre la Côte d'Ivoire et la MINUSMA pour recevoir des éléments NSE devant servir au contingent ivoirien, jamais la Côte d'Ivoire, depuis 2019, n'avait régulièrement adressé à la MINUSMA la liste de ces éléments, encore moins le matériel de guerre avec lequel ces éléments venaient. Mais la raison est toute simple. On sait pourquoi Alassane Ouattara n'a jamais adressé la liste de ces éléments à la MINUSMA, à l'ONU. Mais parce qu'il détournait des éléments supposés assister le contingent ivoirien, il les détournait pour aller les faire travailler pour une compagnie privée, la compagnie Sahelian Aviation Service, dont ils assuraient les services de sécurité et de logistique. Alassane Ouattara détournait l'armée ivoirienne pour qu'elle travaille comme mercenaire avec Sahelian Aviation Service. Ils allaient travailler pour un particulier, la compagnie Sahelian Aviation Service, alors qu'on les introduisait au Mali au motif qu'ils s'en vont travailler pour un organisme international qui n'avait même pas connaissance de leur convention privée avec la société Sahelian Aviation Service. Donc, vous avez donc très bien compris pourquoi l'ONU, dans sa note verbale du 22 juillet 2022, qui a été servie au gouvernement malien, l'ONU a été claire. Nous n'avons jamais reçu d'Alassane Ouattara une liste
Nous n'avons jamais réceptionné des éléments, eh bien, NSE ivoiriens, car si nous les avions réceptionnés, ils auraient été acheminés auprès du contingent ivoirien à Mopti, en tout cas dans le centre du Mali. Mopti, Tombouctou, où le contingent ivoirien était affecté. Or, quel est ce contingent ivoirien qui est dans le dispositif d'éléments de soutien national, qui arrive au Mali et qui ne soutient jamais les éléments ivoiriens? Il ne va jamais travailler avec le contingent ivoirien. Il reste à Bamako-Sénou, et à Bamako-Sénou, il dit qu'il travaille avec le contingent allemand. Et puis quand on fouille bien, on le retrouve en train de travailler avec une société privée. Alassane Ouattara a mercénarisé l'armée ivoirienne. Ça, c'est très clair. Et c'est ce que RFI veut cacher, en accusant désormais, essentiellement, bien sûr, les Allemands et la MINUSMA. Alors, quelle est la thèse des Allemands? Mais les Allemands, chaque fois qu'ils ont été interrogés dans cette affaire, ils ont officiellement dit qu'ils n'étaient pas responsables des éléments ivoiriens. Le chef du contingent allemand de la MINUSMA a répondu aux autorités maliennes qu'il n'était pas responsable, il n'avait pas la responsabilité des éléments ivoiriens, que les éléments ivoiriens relevaient de la responsabilité de l'État ivoirien, que l'armée allemande, eh bien, ne répondait que d'elle-même. RFI ment. L'ONU a dit qu'ils ne sont pas des éléments NSE. Ça, c'est formel. Confère note verbale de l'ONU en date du 22 juillet 2022. Vous voyez, RFI, quand un document ne l'arrange pas, il ne le cite pas. Et il pense que nous, intellectuels africains, ne sommes pas outillés pour les traquer. Voilà des menteurs. Donc l'ONU a clairement dit, ces 49 ne sont pas sous notre responsabilité. Ce n'est pas nous qui les avons invités. Nous ne sommes pas responsables de leurs actes. Nous ne les connaissons pas. Alors, RFI dit que les deux avions qui amenaient les 49 ont été déguisés sous le chapitre de rotation de contingent allemand. Mais qui les a déguisés? RFI n'a même pas le courage de dire. Qui a déguisé les deux avions venus de Côte d'Ivoire comme étant des avions du contingent allemand? La réponse est très simple. Puisque les avions venaient de Côte d'Ivoire, on a préparé la cargaison des avions pour qu'ils viennent au Mali. Qui a donc déguisé les avions en avions transportant du personnel allemand, alors que c'était les forces spéciales ivoiriennes qui étaient dedans? Qui a déguisé cela? RFI est tellement mensongère, cette radio, qu'elle n'a même pas le courage de dire Alassane Draman Ouattara a traficoté, a caché ses mercenaires sous une pseudo-identité de membres du contingent onusien allemand pour les infiltrer au Mali. Et RFI ne parle jamais, pendant tout l'article, des faux passeports qui ont été trouvés sur les forces spéciales ivoiriennes. Quel était l'intérêt pour Alassane Draman Ouattara de délivrer des passeports faux aux militaires qu'il envoyait au Mali, s'il les envoyait dans un cadre légal, dans un cadre carré, transparent, objectif? Si Alassane Ouattara a fait des faux passeports, trahissant et mentant sur l'identité réelle de ces militaires issus de ces forces spéciales, c'est parce qu'ils avaient des missions spéciales. L'autre de ces missions, c'était d'être disponible aux actions de déstabilisation qu'Alassane Ouattara, au service de la France-Afrique, ne manquerait pas d'ordonner. Ce qui explique pourquoi on veut le couvrir. C'est qu'Alassane Ouattara, c'est le petit régent france-africain qui a été pris les mains dans le sac. Et on craint que le fait qu'il ait été pris les mains dans le sac dénude davantage ses maîtres. Voilà pourquoi il faut couvrir le régent, il faut couvrir le vassal, n'est-ce pas? Vous comprenez ce qui se passe. On peut d'autant plus le comprendre qu'Alassane Ouattara, en fait, a non seulement trompé le Mali, à qui il n'a jamais déclaré la nature des hommes et des armes qu'il introduisait, mais Alassane Ouattara a trompé la MINUSMA, puisque même la MINUSMA ne voyait jamais les NSE en question. À peine avait-il mis le pied au Mali qu'ils étaient détournés vers leur fonction de mercenaires. Ils étaient envoyés en mercenariat. Je profite de cette émission pour prévenir les autorités burkinabées qu'il faut se méfier de la générosité de Ouattara. La générosité d'Alassane Ouattara a toujours caché des déstabilisations. C'est une loi ouattarique. Là où Alassane Draman Ouattara met son argent, vous entendrez tonner tôt ou tard ses armes. Puisqu'ils ont juré au plus haut niveau de la France-Afrique de faire tomber Ibrahim Traoré, parce que Ibrahim Traoré veut diversifier les alliances géopolitiques, géostratégiques du Burkina. C'est par les subterfuges humanitaires qu'ils infiltrent les pays africains et qu'ils constituent les commandos dormants pour attaquer et frapper.